Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD L'Actu, votre point sur l'info de ce mercredi 14 février. Avant de commencer, bonne Saint-Valentin à tous. Merci aussi de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Et avant de plonger avec Anthony dans des histoires folles de réelle science-fiction, on passe en revue l'Actu France avec une disparition inquiétante dans la Meuse, celle de Lucie, 16 ans, dont on n'a plus de nouvelles depuis 10 jours. La gendarmerie de la Meuse a lancé un appel à témoins suite à cette disparition. Lucie a quitté le domicile de ses parents le 4 février aux alentours de 5 h du matin. Lucie a les cheveux longs, châtain clair, elle porte un appareil dentaire et a été vue avec une doudoune à capuche noire, un sweat à capuche rouge avec une fleur brodée, un pantalon clair, des baskets Adidas blanches et un sac à dos de marque Eastpak. Une enquête pour disparition inquiétante a été ouverte. Et du côté des agriculteurs, la pression est maintenue sur le gouvernement à l'approche du salon de l'agriculture. Des syndicats agricoles rencontreront Gabriel Attal et Emmanuel Macron pour discuter des sujets sensibles tels que les jachères, la simplification administrative, l'utilisation des pesticides, l'élevage ainsi que les conditions d'importation. Les agriculteurs attendent des actions concrètes et un engagement régulier de la part du gouvernement. Malgré la fin des blocages, des actions de protestation ont eu lieu, montrant que les agriculteurs sont prêts à reprendre la mobilisation. Et face à la crise migratoire et à la violence croissante à Mayotte, Manuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, a proposé sur CNews d'accueillir une partie des mineurs isolés en France métropolitaine. Bompard a exprimé son soutien aux demandes du collectif citoyen de Mayotte. Il appelle à faire la distinction entre les criminels et les migrants. Et toujours à Mayotte, le député Mansour Kamardine, représentant les Républicains à Mayotte, a partagé ses opinions sur la crise migratoire qui paralyse l'île auprès de nos confrères de The Epoch Times. Il souligne notamment le rôle des associations d'aide aux migrants, les accusant de favoriser l'immigration clandestine pour bénéficier de subventions. Il demande un contrôle beaucoup plus sérieux en matière d'immigration. Son interview est en message épinglé sous cette vidéo. Et au sujet des bouquinistes, le gouvernement a changé d'avis. Les bouquinistes installés le long des quais de la Seine à Paris ne seront finalement pas déplacés pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques l'été prochain. Environ 130 bouquinistes avaient décidé d'intenter une action en justice pour contester leur déplacement. Et je laisse maintenant la parole à Anthony. Anthony, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons une histoire digne d'un film de science-fiction. Et pour cause, d'anciens militaires américains viennent de révéler des détails fascinants sur un événement survenu il y a près de 6 décennies, mais dont la portée continue de résonner aujourd'hui. Ces témoins de premier plan affirment avoir vu une vidéo capturant un ovni en forme de disque neutralisant une ogive nucléaire au-dessus de la Californie. Une histoire à peine croyable. Et pourtant, l'information vient de sources on ne peut plus sérieuses. Cette rencontre extraordinaire survenue en 1964 aurait été filmée lors d'un test de missile. S'il s'avère que ces allégations sont vraies, cela soulèverait des questions troublantes. Par exemple, pourquoi ces engins s'intéressent-ils aux ogives nucléaires ? Si déjà à l'époque, ils étaient capables de désactiver des armes nucléaires, de quoi sont-ils capables aujourd'hui? Quelles étaient leurs motivations et leurs intentions à l'époque? Et la question surtout est de savoir en quoi cela fait-il craindre un impact sur la sécurité mondiale. Allez, je vous amène tout de suite plonger plus profondément dans ce sujet fascinant. Le 15 septembre 1964, un événement sans précédent aurait eu lieu au-dessus de la Californie, impliquant un ovni et une ogive nucléaire américaine. Selon des témoignages d'anciens officiers de l'US Air Force, un objet volant non identifié en forme de disque aurait intercepté et désactivé une ogive nucléaire factice avec des faisceaux laser pendant un test de routine. Le lieutenant Bob Jacobs et le major Florence Mansman, deux des témoins, ont déclaré avoir visionné l'enregistrement de cet incident avant que la bande ne disparaisse. 2 jours après la projection de la vidéo, des agents de la CIA en civil auraient confisqué les images et auraient exigé le silence sur l'événement.
Leur récit est corroboré par Luis Elizondo, ancien directeur du programme d'identification des menaces aérospatiales avancées du Pentagone. Ce récit s'inscrit dans un schéma plus large où des ovnis semblent s'intéresser de près aux armements nucléaires. En effet, la capacité de certains ovnis à neutraliser les armes nucléaires a été corroborée par des témoignages similaires à travers le monde, y compris dans l'ancienne Union soviétique et en Grande-Bretagne. Ces révélations, bien que difficiles à croire pour certains, sont soutenues par des preuves vidéo et des données radars déclassifiées, bien que certaines de ces preuves aient été confisquées ou détruites, ajoutant une couche de mystère et de controverse à ces incidents. Aussi, ce témoignage vient s'ajouter à une série de déclarations récentes qui ont mis en lumière la présence d'ovnis dans l'espace aérien. Les récits des lanceurs d'alerte militaires sur les interactions entre les ovnis et les armes nucléaires sont à la fois fascinants et troublants. Il faut quand même apporter une certaine nuance car ces témoignages ne prouvent pas de manière irréfutable l'existence d'engins extraterrestres. Par exemple, des programmes militaires secrets pourraient être derrière certaines observations d'ovnis. Ou bien, il se pourrait que la vidéo ait capté un phénomène naturel mais mal compris. Il est clair que des recherches scientifiques rigoureuses sont nécessaires pour évaluer la véracité des allégations des anciens officiers. Mais, quoi qu'il en soit, si des ovnis étaient effectivement capables de neutraliser des armes nucléaires, cela poserait un sérieux problème de sécurité aux États-Unis et bien sûr au reste du monde. L'idée même que des entités puissent surveiller, voire interférer avec nos capacités nucléaires, suggère d'abord une technologie et une intelligence bien au-delà de notre compréhension actuelle. Le Pentagone, lui, semble prendre la menace au sérieux puisqu'il a récemment créé un bureau dédié à l'identification des phénomènes aériens non identifiés qui pourraient compromettre l'espace aérien américain. En tout cas, une chose est sûre, le mystère des ovnis est loin d'être résolu. Pour conclure, mon cher Rémi, je ne sais pas vous, mais pour moi, ces révélations sur les ovnis résonnent comme une invitation à élargir notre vision du monde. Je vous remercie. Oh, vous savez, Anthony, à mon âge, élargir ma vision du monde, je ne demande pas mieux. En tout cas, merci pour votre passionnant reportage sur ces objets non identifiés. Espérons seulement que si des extraterrestres se promènent vraiment dans l'espace, ils soient de nature plus pacifique que nous autres, les humains. Mais passons tout de suite aux actualités internationales. En Égypte, selon la télévision Al Kahira News, les discussions d'hier ont été positives et continueront pendant 3 jours. Ces pourparlers réunissent les directeurs du renseignement américain, le renseignement israélien et le chef du gouvernement du Qatar. Mais l'espoir de cette négociation, qui inclurait le retour des otages et un cessez-le-feu, reste plutôt fragile. Et aux États-Unis, Alejandro Mayorkas, l'architecte en chef de la catastrophe, d'après Mike Johnson, le chef républicain de la Chambre des représentants, Mayorkas est accusé d'avoir provoqué une crise frontalière avec le Mexique. Le vote a eu lieu hier soir à la Chambre des représentants et est passé de justesse avec 214 voix contre 213. Mais il reste encore le vote au Sénat qui est constitué d'une majorité de démocrates. Donc il apparaît peu probable que le ministre soit finalement destitué. Et on passe maintenant aux actualités Chine avec Vladia. Vladia, c'est à vous. Bonjour à tous, merci Rémi. Un flux de ballons en provenance de Chine continentale a été observé dans l'espace aérien de Taïwan. Le ministère de la Défense taïwanais a indiqué que 8 ballons chinois avaient traversé le détroit de Taïwan en l'espace de 24 heures dimanche matin. 6 d'entre eux ont survolé Taïwan. En tout, en un peu plus de 2 mois, plus de 80 ballons chinois ont survolé l'île ou pénétré dans son espace aérien. Pékin dit qu'il s'agit de ballons météorologiques, alors que Taïwan dit qu'ils font partie de la stratégie de guerre cognitive du Parti communiste chinois et qu'ils sont destinés à saper le moral des Taïwanais. Ensuite, 2 matchs amicaux de football auxquels participait la star Lionel Messi ont été annulés en Chine. On va regarder pourquoi. À la fin de la semaine dernière, les autorités sportives de Pékin et de Hangzhou ont annulé 2 matchs de football auxquels participaient Lionel Messi et son équipe. La Fédération de football de Pékin a déclaré qu'elle n'accueillerait aucun match auquel participerait Messi, qu'il s'agisse de l'équipe nationale d'Argentine ou de l'Inter Miami.
Cette série d'annulations est intervenue après un match amical à Hong Kong, au cours duquel la star du football a dû renoncer à jouer en raison d'une blessure déclarée. Mais le tollé public a commencé à s'intensifier quelques jours plus tard, lorsque Messi est entré sur le terrain lors d'un autre match au Japon, apparemment sans aucune blessure. Le média chinois Global Times, qui appartient au PCC, a affirmé que l'absence de Messi était motivée par des raisons politiques et a ajouté que l'impact avait dépassé de loin le domaine du sport. Autre point de controverse, ces images montrent Messi passant devant le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, sans lui serrer la main. Il convient de noter que Lee est bien connu pour ses positions pro-Chine communiste. Il a été sanctionné par les États-Unis en 2020 pour son rôle dans la répression des activistes pro-démocratie à Hong Kong. Le directeur général d'une grande société d'investissement chinoise a été retrouvé mort. Les médias locaux affirment qu'il s'est suicidé. Cao Xin a sauté d'un immeuble et est décédé le 31 janvier. Les médias chinois affirment aujourd'hui qu'il s'est suicidé. Cao n'avait que 34 ans et était PDG de Jiangrong International, une société d'investissement spécialisée dans l'énergie et la technologie de l'IA. Sa mort a provoqué une onde de choc au sein des investisseurs chinois. Certains disent qu'il aurait fait ce choix en raison de la chute du marché boursier chinois. Selon le Financial Times, l'indice de référence des actions chinoises MSCI a perdu plus de 60% au cours des 3 dernières années. Il en résulte une perte d'environ 1900 milliards de dollars en valeur de marché. C'est tout de mon côté, merci à tous, merci Rémi, à demain. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un peintre du début de la Renaissance. Tommaso di Ser Giovanni di Monte Casai était surnommé Masaccio, signifiant idiot en raison de son détachement du monde matériel. Il était profondément dévoué à son art et reconnu pour sa bonté envers autrui. Masaccio était un grand innovateur de la première Renaissance italienne. Contrairement à d'autres artistes de son temps, Masaccio traduisait la douleur et le désespoir avec une représentation réaliste. Il a apporté avec lui une ère nouvelle dans la représentation des scènes bibliques, bouleversant le conformisme de son époque. Masaccio a quitté ce monde en 1428 au cours d'un voyage à Rome. Son histoire reste gravée dans la mémoire du monde. La qualité de son œuvre, sa bienveillance et son désintéressement pour les choses temporelles en font un personnage très inspirant aujourd'hui pour nous, consommateurs de ce monde moderne. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve donc demain à 13 h pour une nouvelle édition de NTD l'Actu. Très bon après-midi, à demain.